C'est pour ça que je vais passer pas mal de temps sur le commentaire un peu de ces équations pour vous montrer qu'il y a, pour essayer de les faire parler, en fait, pour essayer d'en tirer des choses importantes et utiles pour la compréhension. Alors, comme la fois dernière, je vais partager un poly, un PPT que vous avez, d'autres mots PowerPoint, que vous avez dans le poly qui est sur la page My Learning Space. Et en même temps, je vais vous montrer sur cette page également. Alors, je vais la partager. Donc, voilà, la partie du cours qui nous intéresse, c'est toujours pareil, c'est toujours dans le support de cours. Hein, c'est la deuxième partie, vous allez voir, ça s'enchaîne directement. Mais en plus, vous avez un document ici qui a été réalisé par les collègues de Douai, qui s'appelle Analyse vectorielle, que je vous invite à regarder, parce qu'en fait, ça propose des animations, des notions qu'on va voir un petit peu dans cette introduction. C'est-à-dire, comme je vous le disais, on va travailler avec des vecteurs, et donc ça rappelle certaines notions de maths que vous connaissez déjà, mais qui sont revues à la sauce physique pour que ce soit utile dans ce cours d'électromagnétisme. Vous avez plusieurs animations, parfois il y a du son, parfois il n'y a pas de son, peu importe. Donc, repérage cartésien, je passe un peu. Base locale, coordonnées de points. Les notions de flux, les notions de circulation, qui sont importantes en électromagnétisme, et les notions d'opérateurs. Opérateurs différentiels, gradients, divergence, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Là, l'intérêt, c'est que vous avez des petites animations. Pour décrire un champ dans l'espace, voilà. on est amené à décrire ses variations. Par exemple, l'altitude lors d'une étape du Tour de France. Nous allons donc définir... Oui, en plus, ça parle du Tour de France. Vous avez la divergence rotationnelle. Ça, ce sont des opérateurs qu'on va utiliser. Et ça peut être intéressant d'avoir ces animations qui vous donnent une représentation animée dans l'espace et qui permettent un peu de se représenter les choses avec les mains, entre guillemets. C'est-à-dire de sortir un petit peu du caractère abstrait de l'équation. Donc, vous avez les théorèmes qu'on utilise, qu'on va utiliser dans ce cours. Donc, je vous invite à regarder ce support qui est intéressant et qui peut être utile. Mais ici, on va travailler, comme je vous le disais, avec la suite du PowerPoint que je vous avais présenté la fois dernière. Je l'ai partagé, je le mets en grand, et ça va être notre document de référence. Alors, si on fait un petit retour en arrière sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, introduction aux ondes électromagnétiques, bon, ça, on y avait passé du temps. Propagation sur ligne en régime sinusoïdal, c'est ce qu'on vient de faire dans les précédents cours, et aujourd'hui, on va aborder la propagation en espace libre. Dans cette partie, on va passer du temps sur la notation vectorielle et sur les opérateurs vectoriels qu'on va utiliser parce que c'est les bases mathématiques dont on a besoin pour la suite. On va commenter les équations de Maxwell. Alors, les équations de Maxwell, ce sont les équations de base qui permettent de décrire la propagation d'une onde électromagnétique. Et on va, comme dans le cours sur la théorie des lignes, on va consacrer une première partie à la propagation en milieu infini, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne rencontre pas de réflexion, une onde qui se propage indéfiniment. Et ensuite, propagation d'une onde plane en milieu fini. On va définir aussi ce qu'on appelle une onde plane. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce problème? Eh bien, jusqu'à présent, on s'est intéressé à la ligne de propagation, donc ce qui est représenté en noir. On a vu qu'on pouvait décrire ça avec une tension, un courant. On avait éventuellement un coefficient de réflexion, pour ce que j'ai appelé une ligne de dimension finie. Et au bout, on a une charge, une impédance de charge. Alors, l'impédance de charge, habituellement, on la note ZL. Alors, imaginez que cette impédance de charge soit une antenne. L'objectif d'une antenne, c'est de transformer l'onde qui se propage sur la ligne en onde rayonnée dans l'espace. Et pour ça, cette antenne doit satisfaire des critères d'adaptation d'impédance, etc., etc. On ne va pas s'intéresser à cet élément, l'antenne, puisque ça pourrait faire l'objet d'un cours beaucoup plus complet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ici. Il y a les petites flèches rouges. Comment décrire ce qui sort de la ligne de propagation et ce qui se propage dans l'espace?
Alors, ça paraît tordu a priori, mais ça ne l'est pas, parce que c'est la base des communications modernes que vous connaissez, des communications sans fil, avec une communication qui se passe entre deux antennes. Il y a quelques dizaines d'années, c'était cantonné au système aux ondes radio, avec les antennes radio, AM, FM, etc. Et maintenant, on a tous les signaux sans fil domestiques, Wi-Fi, Bluetooth, qui utilisent ce mode de propagation dans l'espace entre deux antennes. Donc c'est pour ça que c'est de plus en plus important, je dirais, d'avoir des notions sur ces phénomènes de propagation. Alors, jusqu'à présent, ici, on était sur la ligne de propagation, souvenez-vous, on a deux conducteurs disjoints. Entre ces deux conducteurs disjoints, on a une différence de potentiel. Sur les conducteurs, on a un courant qui circule. Donc, on utilisait le formalisme tension-courant qu'on connaît depuis très longtemps. La différence près, c'est que ces tensions et courants ne dépendent pas seulement du temps, ils dépendent également de la distance, Z. Ici, on quitte le mode de propagation guidée. C'est-à-dire que ce qui est rayonné par l'antenne, c'est rayonné dans les trois directions de l'espace. Autrement dit, on ne peut pas décrire ça comme quelque chose qui dépend de la coordonnée unique Z, mais la propagation va dépendre de X, Y, Z. Donc, autrement dit, on va devoir adopter une notation vectorielle. Donc, les notions de tension courant, on va les remplacer par des notions de champ électrique, champ magnétique. Champ électrique qui s'exprime en volts par mètre, le champ magnétique qui s'exprime en ampères par mètre. Et ce qu'on note V de ZT, la tension qui dépend de la distance et du temps, maintenant ça va être un vecteur champ électrique qui dépend de X, Y, Z, les trois coordonnées de l'espace et du temps. Pareil pour le courant. Le courant va donner un vecteur champ magnétique qui s'exprime en fonction des trois coordonnées de l'espace et du temps. Donc E, c'est le vecteur champ électrique dont l'amplitude s'exprime en volts par mètre. H, c'est le vecteur champ magnétique dont l'amplitude s'exprime en ampères par mètre. Alors, on peut comprendre ça de la manière, pour le champ électrique, de manière assez simple. On va supposer qu'on a une différence de potentiel ici de 10 volts entre deux conducteurs qui sont distants de 10 cm. On a un champ électrique équivalent de 10 volts pour 10 cm. Autrement dit, ça ferait 1 volt pour 100 cm. Donc, ce serait 1 volt par mètre. Voilà. Donc, une différence de potentiel de 10 volts ici, ça équivaut à un champ électrique de 1 volt par mètre si on a 10 cm d'espacement entre les deux conducteurs. Vous voyez que même déjà sur la ligne, on peut définir des champs électriques et des champs magnétiques. Quand on est dans l'espace, on est obligé parce qu'on a les trois coordonnées de l'espace. Alors la notation de E, champ électrique, ça c'est juste. Par contre, le H, j'ai appelé ça champ magnétique. Alors, suivant les sources, suivant les bouquins, vous trouverez plutôt le champ magnétique écrit sous la forme B, avec un vecteur. Dans ce cas-là, H, c'est ce qu'on appelle l'induction magnétique. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Mais ici, pour simplifier, on considère que le champ magnétique, c'est H, et ça permet d'avoir l'analogie parfaite avec le champ électrique en volts par mètre, le champ magnétique en ampères par mètre. Alors, on va rappeler, comme je disais, quelques notations sur les vecteurs et quelques notions, et on va introduire les opérateurs qui vont nous permettre de travailler avec les équations de Maxwell. Alors, au niveau des vecteurs, ce qui est important, c'est la manière dont on va les combiner. Donc, on peut les combiner sous la forme d'un produit scalaire. Donc, comme son nom l'indique, le résultat d'un produit scalaire, c'est un scalaire. Autrement dit, on écrit U scalaire V avec un point. Et ce résultat, c'est quoi? C'est U que multiplie V, que multiplie le cosinus entre U et V, le cosinus θ ici. Si on écrit ça en coordonnées, ça veut dire que c'est UX Vx plus UY Vy plus UZ Vz. On dit la coordonnée de U suivant X que multiplie la coordonnée de V suivant X, et ainsi de suite avec Y et Z. Donc, je ne vais pas représenter le repère sur cette figure, mais on est dans un repère orthonormé cartésien avec X horizontal, Y horizontal, mais vers moi ou vers vous qui regardez l'écran, et Z, la direction verticale. À cause du cosinus, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux forcément est nul.
le cosinus θ serait égal à 0. Deuxième produit, le produit vectoriel. Alors, je sais que tout ça, c'est des notions que vous connaissez sur le bout des doigts, mais c'est important de les rappeler avant de démarrer la suite. Le produit vectoriel, le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, on note comme ceci, U vectoriel V, W, et la norme de W, attention ici, c'est la norme, c'est UV sinus θ. Θ est norme entre U et V. Si on essaie d'écrire ça en coordonnées, ben W, ça va être un coordonné de 3 vecteurs, avec ici UYVZ moins UZVY, UZVX moins UXVZ, UXVY moins UYVX. Alors, je vais peut-être noter ça sur le tableau blanc, puisque ça va nous servir un peu plus tard pour quand on va introduire l'opérateur rotationnel. Alors, je vais mettre un tableau blanc. Alors, ici, j'ai UX, UY, UZ, VX, VY, VZ. Alors, pour faire le produit vectoriel, la première coordonnée, c'est ça, comme ça. On fait le produit en croix comme ça. Donc, ça va être un UY, VZ moins UZ, VY. Pour le deuxième produit vectoriel, on fait... Attendez, je reviens sur la partie cours pour que ce soit cohérent avec ce que je vous raconte. Je vais prendre le produit. Donc pour le deuxième produit vectoriel, on écrit ça comme ceci, c'est-à-dire qu'on inverse le signe. Donc ça fait un UZVX moins UXVZ. Et enfin, pour le troisième produit vectoriel, ce sont ces coordonnées-là, donc UXVY moins UYVX. Donc là, ce sont les trois coordonnées du vecteur W, qui est le résultat du produit vectoriel. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce rappel? C'est parce qu'on va s'en servir après pour les rotationnels. Les rotationnels, on les construit un peu de la même manière. Alors je reviens à la partie polycours. Alors, à cause de ce sinus, forcément, le produit vectoriel de deux vecteurs collinaires est égal au vecteur nul. Attention, ce n'est pas 0, c'est vecteur nul. Si U et V sont orthogonaux, U, V et W forment un trièdre direct. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un trièdre direct? Eh bien, ce sont un trièdre qui est formé par les trois doigts de la main droite. C'est-à-dire U, c'est le pouce, V, c'est l'index, et W, c'est le majeur. Ça permet d'avoir le sens des différentes flèches. Votre moyen technique pour le retenir, ça, j'ai oublié. Ouais, alors, trièdre direct, ça veut dire qu'on prend les trois doigts de la main droite. U, c'est le pouce, V, c'est l'index, et W, c'est le majeur. Donc, si vous faites cette petite manipulation devant le tableau, vous allez voir qu'on a les vecteurs qui sont orientés dans le bon sens. Ça va? U, c'est le pouce. U, c'est le pouce, V, c'est l'index, et W, le majeur. On est d'accord que là, V, si on fait ça avec la main droite, n'est pas dans le même sens que sur le schéma. Alors, attendez, donc U pouce, bah, si ça fonctionne, U, en fait, U, il va de la gauche vers la droite, V, il vient vers nous, et W va de bas en haut. Si on fait ça avec U, U pouce, ça veut dire que l'index, il est vers le fond.
on pointe devant nous vers l'index. Et W, il est vers le haut. Monsieur, en gros, si on fait ce que vous faites, W, il va en bas, en fait. Attendez, je le fais. J'ai peut-être fait une erreur dans le poly. Donc, je le fais en même temps que vous. Donc, U comme ça, V comme ça, et W en bas. Ouais, vous avez raison. Donc là, W est en bas. W doit être en bas. Donc, il faut que je corrige cette figure. Alors, Mais sinon, il n'y a pas d'erreur avec les doigts. C'était le schéma qui était faux. Bon, j'ai pas entendu. Donc là, c'est le schéma qui est faux, c'est pas le positionnement des doigts. On garde ce que vous avez dit pour les doigts. U, V, W, format triade direct. Donc peut-être que ça marche. Est-ce que ça marche simplement si on permute W et U? Alors, si on permet W et U, ça fonctionne, je pense. Si on permute U et V, pardon. Donc U, V, U, W. Si on permute U et W, ça fonctionne. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que ça fonctionne en permutant? Oui, si on permet U et V, ça fonctionne. U et V. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, U et V, ça fonctionne. Est-ce que je peux corriger tout de suite? Ouais, d'accord, j'ai pas lecteur d'équation. Moi, je fais un correctif pour la prochaine fois. Okay. Voilà, donc vous avez bien fait de suivre. J'avais fait une erreur dans ce point. Donc vous pourrez corriger aussi sur votre point. Donc il suffit de permuter U et V pour que le triade direct fonctionne. Mais je précise, U, V, W, ça forme bien un triade direct. Alors on continue. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va manipuler ces différents vecteurs? On en a plusieurs manières de les manipuler. Un opérateur élémentaire qui est important pour nous, c'est le gradient. Alors, le gradient d'une fonction scalaire est un vecteur qui permet d'exprimer notamment la relation entre champ électrique E et la tension V. Donc, on a la règle E est également un gradient de V. Alors, comment est-ce qu'on obtient un gradient? La coordonnée suivant x du gradient, c'est la dérivée de f par rapport à dx. La coordonnée suivant y, c'est df sur dy, et la coordonnée suivant z, c'est df sur dz. Alors, la notion de gradient, on l'utilise souvent dans le langage courant pour décrire la température. On parle de gradient de température. C'est-à-dire qu'on a une source chaude à un endroit, ça peut être un radiateur, ça peut être un feu de camp, et quand on s'éloigne de cette source, il fait de plus en plus frais. Et quand on s'en rapproche, il fait de plus en plus chaud. C'est ça la notion de gradient. Ça décrit la manière dont cette source, qui peut être perçue comme une source ponctuelle, rayonne dans l'espace et la manière dont l'observateur qui s'éloigne ou qui se rapproche de cette source va percevoir ce rayonnement. Et c'est pour ça qu'on a un signe moins ici. Parce que quand on s'éloigne de la source de chaleur, il fait moins chaud. Et c'est pareil pour un champ électrique. Si on a un potentiel à un point donné, si on a un point qui est source de potentiel, quand on est très proche de ce point, on va avoir un champ électrique qui va être important. Quand on s'éloigne de ce point, on va avoir un champ électrique qui va être plus faible. Imaginez ce qui se passe avec les antennes de télécommunications mobiles, les antennes de stations de base qui sont sur les toits, qu'on voit fleurir un peu partout. Il y a souvent des protestations de riverains qui sont proches de l'antenne. Effectivement, si on est plus loin de l'antenne, on perçoit moins l'influence du champ électrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre facilement avec les mains, cette notion de gradient. Donc c'est quelque chose de très général en physique. Ici, on l'utilise pour le champ électrique et la tension parce que c'est ce qui nous intéresse. On pourrait l'utiliser pour la température ou dans le contexte d'ondes sismiques, etc. Donc c'est quelque chose de très général. Deuxième opérateur important, c'est la divergence. Alors, la divergence d'un vecteur est un scalaire. Alors, comment est-ce qu'on calcule la divergence? La divergence du vecteur U, c'est tout simplement d de U de x sur dx plus d de U
dy sur dy plus d de uz sur dz. Autrement dit, c'est la somme des dérivés des trois coordonnées de ce vecteur. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter le gradient d'un point de vue physique, enfin la divergence plutôt d'un point de vue physique? La divergence peut être comprise comme la traduction d'une perturbation. Donc, par exemple, si on a des charges électriques qui sont localisées quelque part dans l'espace, eh bien, le champ électrique naturel, le champ électrique en absence de charge, va être perturbé par l'introduction de ces charges. Donc, c'est ça que ça raconte le gradient, entre autres. Donc, la divergence de E, autrement dit, le E subit une divergence, hein, il ne va plus rester égal à lui-même, est égal à ρ, qui est la densité volumique de charge, divisée par epsilon, qui est la perméabilité du milieu en farad. Donc, alors attention, ici, ρ, ce n'est pas la résistivité comme on avait vu dans le premier cours, ce n'est pas non plus le coefficient de réflexion en puissance. Ici, ρ, c'est utilisé pour noter la densité la densité volumique de charge en coulomb par mètre cube. Et epsilon, c'est la permittivité du milieu en farad par mètre. Donc, c'est un exemple ici de la divergence. Autre opérateur qui est important, le Laplacien. On distingue deux types de Laplacien. Il y a tout d'abord le Laplacien scalaire d'une fonction et ensuite le Laplacien vectoriel. Alors ici, on écrit en rouge le Laplacien scalaire d'une fonction f est un scalaire qui correspond à la divergence du gradient de cette fonction. Donc ça peut sembler tordu comme ça, mais c'est une définition qu'on va utiliser assez fréquemment. Le Laplacien de f, c'est la divergence du gradient de f, si on est en scalaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça revient à quoi? Eh bien, c'est la dérivée seconde de la fonction f par rapport à dx carré, plus la dérivée seconde de la fonction f par rapport à y, plus la dérivée seconde de la fonction f par rapport à z. Donc, d carré de f sur dx carré, plus d carré de f sur dy carré, plus d carré de f sur dz carré. On parle de Laplacien scalaire, on parle également de Laplacien vectoriel. Le Laplacien vectoriel d'un vecteur u est un vecteur. Ici, on ne parle pas d'une fonction, on parle d'un vecteur. Donc, dans ce vecteur, eh bien, on va retrouver un peu ce développement, des sommes de dérivées secondes, mais au lieu de partir d'une fonction, on part d'un vecteur. Donc, on a trois coordonnées, un Laplacien vectoriel x, une coordonnée suivant x, suivant y, suivant z, et qui sont égales aux dérivées secondes des trois coordonnées par rapport à x, y, z. Ça, c'est l'expression du Laplacien vectoriel. Alors, on en parle parce qu'on parle des Laplaciens. Concrètement, dans le cours, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser le Laplacien scalaire. Alors, malheureusement, là, je n'ai pas d'explication à vous donner avec les mains. Le gradient, on pouvait comprendre à peu près. La divergence, on peut comprendre. Le Laplacien, c'est un peu plus abstrait, je dirais. Mais c'est quelque chose qu'on va utiliser, notamment ce qui est encadré en bleu ici en haut, pour simplifier les équations. Maintenant, quelque chose qu'on peut un peu plus comprendre avec les mains, c'est le rotationnel. Alors, le rotationnel, comme son nom l'indique, ça exprime un mouvement de rotation. Alors, le rotationnel, c'est un rotationnel d'un vecteur, et le rotationnel d'un vecteur est un vecteur. Alors, ce vecteur a trois coordonnées, et pour trouver ces trois coordonnées, vous voyez qu'on applique ici les règles du produit vectoriel. C'est-à-dire qu'on a notre vecteur U qui se décline suivant trois coordonnées, UX, UY, UZ. Donc, écrire le rotationnel de ce vecteur, eh bien, c'est écrire les différents produits en croix qu'on va retrouver dans un produit vectoriel. Donc, si jamais je repasse sur mon tableau blanc, donc, quand on avait un produit vectoriel, on avait trois coordonnées pour un vecteur, trois coordonnées pour un autre vecteur. Si maintenant on adapte ça au rotationnel, on va mettre ici les... pardon, je vais repasser en noir.
les dérivés. Donc d sur dx, d dy, d sur dz. Et on a ici ux, uy, uy du z. Et là, je fais mes produits en croix. Donc, comme ceci. Donc là, on va avoir un d de uz sur d de y moins d de uy sur dz. En dessous, on fait le produit en croix comme ceci, avec un signe moins. Donc, je tourne dans l'autre sens. Donc là, on a d de ux sur dz moins d de uz sur dx. Et enfin, pour la dernière ligne, on fait comme ceci. Donc là, on a un d de uy sur dx moins d de ux sur dy. Donc on retrouve un peu les trois coordonnées du rotationnel telles qu'elles sont écrites dans votre poly. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre le rotationnel? Comme je vous le disais, ça fait référence à un mouvement de rotation. Imaginez un fil qui est traversé par un courant. Eh bien, on a les lignes de champ magnétique qui vont s'enrouler autour de ce courant. Donc ici, c'est le champ magnétique noté B, c'est l'induction magnétique. Et ça traduit le théorème d'Ampère. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Et on représente symboliquement par des lignes de champ qui s'enroulent autour d'un conducteur. Donc si jamais, c'est pareil, on prend la main droite, c'est le pouce, et les lignes de champ s'enroulent autour du courant. C'est les autres doigts de la main en fait, qui s'enroulent autour de ce conducteur central. Donc ça suit ce mouvement-là. J, comme ceci, donc J, c'est le courant en notation vectorielle, courant linéique, et on a le rotationnel qui s'enroule. Rotationnel de B est égal à mu0J, où mu0 est la perméabilité dans le vide. Pourquoi? Parce que le courant ici, ce conducteur est dans le vide, dans l'air. La perméabilité du milieu, c'est la perméabilité du vide, de l'air. Donc rotationnel de B est égal à mu0J. Donc ce qui est présent ici sur un fil, c'est quelque chose qui va être présent aussi dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un courant, J, on peut parler d'un champ magnétique. Donc on va retrouver ce phénomène de rotationnel avec le champ magnétique dans l'espace. C'est pour ça qu'on définit le rotationnel avec trois coordonnées suivant X, Y, Z. Et on va avoir l'occasion d'y revenir quand on va introduire les équations de Maxwell. Une relation importante ici, c'est que le rotationnel du rotationnel de U, c'est le gradient de la divergence de U moins Laplacien de U. Alors, ça paraît tordu, mais c'est une équation dont on se sert pour résoudre les problèmes et pour simplifier les équations de Maxwell. Donc, ça ne vaut pas le coup de la retenir à ce stade. Vous allez voir qu'on va les réutiliser. Alors, on parlait des équations de Maxwell, donc on y vient. Alors ici, vous avez le portrait de Maxwell, vous voyez qu'il est plutôt jeune, il est quand même mort il y a un bout de temps, en 1879. Et ce monsieur, en fait, c'est à lui qu'on doit la compréhension qu'on a actuellement de la propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu. C'est-à-dire qu'il a montré que ce phénomène de propagation pouvait être décrit de manière simple au moyen de quatre équations, simplement. Alors, il y a plusieurs théories qui ont été proposées à l'époque. Pourquoi on retient celle de Maxwell? Parce que c'est la plus simple. On n'a que 4 équations qui permettent de tout décrire. Auparavant, on avait des systèmes avec beaucoup plus d'équations, parfois une dizaine. Et en fait, Maxwell s'est rendu compte que, tiens, si jamais on n'écrit que ça, on a tout dit au niveau de la propagation des ondes électromagnétiques. Et ces équations, il ne les a pas sorties de son chapeau. Ce sont des équations qui sont inspirées des théorèmes de la physique que vous connaissez. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant ensemble. Donc, on a plusieurs façons de noter ces équations. Donc, la notation
je dirais, littérale, avec des parenthèses, ou alors la notation vectorielle avec l'opérateur nabla. On ne va pas l'utiliser dans le cours, cette notation, on ne va pas l'utiliser dans les TD, mais c'est très employé dans les articles de publication scientifique, dans les bouquins que vous pourrez consulter. Donc c'est pour ça que je vous la donne ici, mais nous, on va travailler à partir de ça. Alors la première équation, la divergence de D, on ne sait pas trop ce que c'est D pour l'instant, est égale à ρ. ρ, c'est la densité volumique de charge. La divergence de B, c'est égal à 0. Le rotationnel de E, le champ électrique, c'est égal à moins d de B sur dt, la dérivée de B par rapport au temps. Le rotationnel de H, c'est égal à J plus d de D sur dt. Alors, je n'explicite pas les différents termes ici parce qu'on va passer du temps dans les pages suivantes pour détailler ces équations. Alors, D, qu'est-ce que c'est? D, c'est le vecteur excitation électrique, encore appelé induction électrique ou déplacement électrique. Alors, on parle d'induction électrique parce que ça fait référence à l'induction magnétique. On parle souvent d'induction. Quand on a une bobine, on parle d'une inductance. Quand on a du champ magnétique, on parle d'une induction. Donc, par analogie, on parle aussi d'induction électrique. Mais en fait, pour le vecteur D, la plupart du temps, l'appellation qui est utilisée, c'est le vecteur déplacement électrique. Donc, déplacement électrique, ça fait référence à un déplacement de charge. Donc, en coulomb par mètre carré. C par mètre carré. L'excitation électrique représente la façon dont le champ électrique influe sur l'organisation des charges électriques dans un matériau donné. Donc, effectivement, si jamais j'ai des charges électriques à un endroit donné, je soumets l'espace à un champ électrique, les charges vont avoir tendance à se déplacer. Et ce déplacement, on le quantifie par le vecteur déplacement électrique. Dans un matériau homogène, linéaire et isotrope, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes propriétés dans les trois coordonnées de l'espace, ça correspond au cas qu'on va étudier, D, c'est égal à epsilon E. Donc, on a une relation de proportionnalité entre ce vecteur déplacement électrique et le vecteur champ électrique. Et le coefficient de proportionnalité, c'est tout simplement epsilon, qui est la permittivité du milieu. Alors, cette permittivité du milieu, c'est égal à epsilon R, la permittivité relative du milieu multipliée par la permittivité du vide, epsilon 0, qui correspond à 1 sur 36 pi 10 puissance 9 farad par mètre. Donc, dans l'air, epsilon R est égal à 1. Dans le vide, epsilon R est égal à 1. Dans le téflon, par exemple, epsilon R est égal à 2,1. Enfin, 2,1, entre 2,1 et 2,5. On a vu ça dans le cours précédent. Donc, dans les matériaux qui ne présentent pas de propriété diélectrique, epsilon R est égal à 1. Donc, ça, c'est une relation de proportionnalité. Qu'est-ce qui se passe si on a un matériau qui n'est pas isotrope, c'est-à-dire un matériau dont les propriétés varient suivant les trois directions de l'espace? Dans ces cas-là, E de epsilon a trois coordonnées. On a un epsilon suivant x, un epsilon suivant y, un epsilon suivant z. Et la manière dont le vecteur se positionne par rapport à epsilon, ça veut dire qu'on va avoir des coordonnées croisées. On va avoir des epsilon xi, des epsilon y. Donc là, c'est plus compliqué à exprimer. On a un gradient de permittivité. Enfin, on n'a pas un gradient de permittivité, mais on a une permittivité qui se note sous forme matricielle. Ce n'est pas le cas ici. Nous, on va considérer des matériaux simples. Donc, on va avoir, quelle que soit la direction de propagation, on a une relation de proportionnalité entre D et E. Deuxième notation nouvelle pour nous dans les équations de Maxwell, c'est B. Alors, le B, ça vous le connaissez, c'est le vecteur induction magnétique qui s'exprime en Weber par mètre carré et noté WB par mètre carré. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette induction magnétique? Si on fait traverser une bobine par un courant, l'espace à l'intérieur de la bobine va être le siège d'un champ magnétique dans le vide, ici B0. Si maintenant je mets un noyau qui a des propriétés magnétiques à l'intérieur de cette bobine, eh bien, il va y avoir une modification. Au lieu d'avoir la relation B0 est égale à mu0 multiplié par H, on va avoir B est égal à mu H, où mu, c'est la perméabilité du milieu ici en gris, est égale à la perméabilité du vide multipliée par la perméabilité relative du milieu. Donc, vous voyez que dans cette relation de proportionnalité, en fait,
cette relation est assez analogue à ce qu'on a dans le cas d'un champ électrique avec une tension. On avait D est égal à epsilon, enfin un champ électrique avec le vecteur déplacement. On avait D est égal à epsilon E, ici on a B est égal à mu H. Dans les matériaux qui ne présentent pas de propriété magnétique, mu 1 est égal à 1. C'est ce qui se passe ici, si on a le vide. Donc, vous voyez que H et B, c'est presque la même chose. Hein. C'est simplement une relation de proportionnalité entre les deux. Alors, cette première relation qu'on a commentée tout à l'heure, avec la deuxième relation qu'on vient de commenter, ben ça, ce sont des relations qui dépendent du milieu. Vous voyez, epsilon R, ça dépend du milieu, mu R, ça dépend du milieu. On pourrait rajouter une troisième équation qui fait intervenir également le milieu, c'est la loi d'Ohm, mais la loi d'Ohm notée en notation vectorielle. La loi d'Ohm que vous connaissez, c'est U égale RI. Donc U, c'est E ici, I, c'est J, et ici on a sigma. Sigma, qu'est-ce que c'est? C'est pas la résistance, c'est l'inverse de la résistance. Autrement dit, c'est la conductivité. Et la conductivité en Siemens par mètre. Et donc, ces trois relations dépendent du milieu de propagation, puisque sigma, ça dépend du métal, epsilon R, ça dépend du diélectrique, mu R, ça dépend du matériau magnétique, éventuellement, dans lequel on va écrire et calculer les équations de Maxwell. Donc, ces trois relations qui dépendent des matériaux, on appelle ça les relations constitutives. Ça tombe sous le sens, hein, ce sont les matériaux qui constituent le milieu de propagation. Donc, les relations constitutives décrivent la constitution du matériau au sens électromagnétique. Donc avec la notation champ électrique et courant. Par contre, les relations de Maxwell, les équations de Maxwell sont indépendantes du milieu de propagation. Ce qui permet de modéliser le milieu de propagation, ce sont précisément ces relations constitutives. Alors, on vous dit ici sigma, la conductivité qui exprime en Siemens par mètre, c'est ce que je viens de vous dire. Et dans le cas de matériau diélectrique, sigma est égal à 0 et J est égal à 0. Donc effectivement, dans le cadre de ce cours, on ne va pas résoudre les équations de Maxwell dans un métal. Pour du temps, on va considérer que le métal est parfait. Donc cette équation-là, on ne va pas trop s'en occuper. Mais donc, si la conductivité est nulle, on n'a pas de courant. Alors, epsilon 0, on a donné sa valeur tout à l'heure. Mu 0, c'est la perméabilité du vide, c'est 4 pi 10 puissance moins 7 en Henri par mètre. Alors, les équations de Maxwell, en fait, on en a 4 ici. Donc, les notations, on vient de les préciser. Donc, ça s'appuie sur des lois de la physique établies antérieurement. C'est-à-dire que la première, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. Ça fait référence au théorème de Gauss. La deuxième, c'est l'équation de Maxwell-Thomson. Ça fait référence au théorème de Thomson, qui n'est pas très connu. On va en parler un peu. La troisième équation, l'équation de Maxwell-Faraday, ça fait référence au théorème ou à la loi de Faraday. Et la quatrième équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère, donc ça fait référence au théorème d'Ampère. Alors, l'équation de Maxwell-Gauss, alors là, vous avez Gauss qui est presque un contemporain de Maxwell. Qu'est-ce qu'il a décrit? Il a décrit cette équation. La divergence de D est égale à ρ. C'est-à-dire la manière dont la présence de charge va influencer sur le champ électrique au milieu. Donc l'équation de Maxwell-Gauss, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression locale du théorème de Gauss. Alors effectivement, le théorème de Gauss qui est noté ici, on fait l'intégrale double sur une surface S de E ds. Ça veut dire qu'on considère une surface ici. Et ça, c'est égal à Q, la charge qui est intégrée, qui est entourée par ce contour, divisé par la permittivité du vide. Q, c'est une charge en coulomb. Si on exprime ça de manière locale, ça veut dire qu'en un point, on va exprimer cette relation. Donc, en un point, qu'est-ce qu'on a? En un point, on peut avoir un vecteur champ électrique, un vecteur champ magnétique, etc. On a une charge, mais quand la charge est locale,
localisée. On considère qu'on a une charge globale dans un milieu. Et si on regarde la manière dont cette charge se répartit dans l'espace, on va avoir une densité de charge. Si on a un espace à 3 dimensions, on a une densité volumique de charge. Donc cette relation qu'on connaît, qui est le théorème de Gauss, en expression locale, ça donne ça. Ça donne divergence de D est égale à ρ. Donc dans la divergence, souvenez-vous, il y avait la notion de dérivée. Et en fait, on retrouve cette expression-là, mais exprimée de manière locale. L'équation de Maxwell-Thomson, c'est un peu la même chose que le théorème de Gauss, sauf que c'est le pendant pour le champ magnétique. Donc l'équation de Maxwell-Thomson, c'est ça. Enfin, le théorème de Thomson, c'est ça. C'est l'intégrale double sur S de B multiplié ds est égal à 0. Donc ce 0, ça traduit précisément le fait qu'il n'existe pas de charge magnétique. Effectivement, des charges électriques, ce sont des électrons. Donc ça, on sait ce que c'est. Par contre, les charges magnétiques, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dipôle magnétique. Hein, le champ magnétique, ce n'est pas un phénomène physique qui est directement associé à la présence de charges magnétiques. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais comme on n'a pas de charge magnétique, forcément, la divergence du champ magnétique est égale à 0. Donc ça, c'est l'équation de Maxwell-Thomson. Troisième chose, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Donc l'équation de Maxwell-Faraday, c'est l'expression locale du phénomène fondamental de l'induction électromagnétique découvert par Faraday. Vous voyez que Faraday, c'est aussi un contemporain de Maxwell. Donc tous ces gens se connaissaient, travaillaient peut-être ensemble, et Maxwell a compilé un peu ces équations pour en faire les équations de Maxwell. Donc rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Donc ça fait référence à epsilon est égal à moins dφ sur dt. Alors attention, epsilon ici, ce n'est pas la permittivité, c'est la force électromotrice. On dit une force électromotrice, une tension. Une FEM qui s'exprime en volts. Donc cette force électromotrice, cette tension, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée par rapport au temps d'un flux de champ magnétique, notre phi ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que pour obtenir une tension, il faut une variation de champ magnétique. C'est-à-dire que si le champ magnétique est statique, la tension est nulle. Par contre, si le champ magnétique bouge en fonction du temps, ça va créer une tension. Alors ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent. Si certains d'entre vous pratiquent la guitare, et notamment la guitare électrique, ici j'ai un micro de guitare électrique avec ses plots. Qu'est-ce que c'est qu'un micro de guitare électrique? C'est un aimant. Hein. Vous voyez qu'on a des plots, c'est souvent du matériau à base de nickel, un matériau magnétique. Autour, on a une bobine, un électroaimant, si vous préférez. Et cette bobine ici est reliée à un voltmètre. Quand la corde s'approche du micro, vous voyez que ça fait une tension. Cette tension, après, elle est amplifiée par un amplificateur et ça nous donne de la belle musique. Si jamais je ne fais pas bouger les cordes, il n'y a rien qui sort. On va avoir des bruits parasites, mais on n'aura pas de notes de guitare, on n'aura pas de son. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de son? C'est à cause justement de la loi de Faraday qui dit que la tension, ce n'est pas lié au champ magnétique, c'est lié à la dérivée du champ magnétique par rapport au temps. Donc il faut que le champ magnétique bouge pour qu'on ait une tension. Si ma corde ne bouge pas, il ne va pas y avoir de tension ici sur le voltmètre. Alors, l'équation de Maxwell-Faraday, c'est l'expression locale de cette loi de Faraday. Donc on note rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Donc on trouve une dérivée par rapport au temps du champ magnétique ici. Et si on exprime ça en vecteur, c'est notre fameux rotationnel. Hein, on fait traverser un courant, ou alors on fait un courant, c'est quoi? C'est une dérivée du champ magnétique par rapport au temps, par rapport à l'espace, et ça va être le siège d'un champ de rotationnel de E. Le rotationnel de E, c'est le mouvement d'un champ électrique autour de cette variation de courant, de cette variation de champ magnétique par rapport. Alors, une
conséquence de l'équation de Maxwell-Faraday, c'est quelque chose dont on a parlé dans la première partie de ce cours, c'est l'effet de Pau. Alors effectivement, vous imaginez un conducteur ici. Le conducteur est traversé par un courant. On a, c'est le bonhomme d'Ampère, on a des lignes de champ magnétique qui se créent. Donc ce sont les lignes qui sont en bleu. Si maintenant on imagine un courant alternatif, c'est-à-dire un courant qui varie en fonction du temps, on va obtenir aussi des lignes de champ magnétique qui vont varier en fonction du temps. Et cette variation de champ magnétique en fonction du temps, ça va être le siège d'un courant qui est représenté ici par les petites boucles qui s'enroulent autour de ce champ magnétique. Si le courant I est statique, s'il ne dépend pas du temps, on va avoir un champ magnétique statique et on n'aura pas ces petites boucles rouges. C'est-à-dire qu'on aura ça, ce sera égal à 0. Si maintenant j'ai cette variation de courant en fonction du temps, j'ai une variation de champ magnétique en fonction du temps, et j'ai ce rotationnel de E qui est égal à moins dB sur dt. Ce sont des petites flèches rouges. Si on regarde la manière dont ces flèches ça se combine avec le courant qui se propage en conducteur, vous voyez que quand on est sur la périphérie extérieure, ça va avoir tendance à augmenter le courant. Quand on est sur le pourtour intérieur, ça va avoir tendance à diminuer le courant. Ces flèches s'opposent au passage du courant. Ça, c'est ce qui explique l'effet de Pau. C'est-à-dire que lorsque j'ai un courant alternatif, eh bien, le courant va avoir tendance à se localiser sur la périphérie du conducteur et pas dans le volume du conducteur. Cet effet de Pau, on l'avait quantifié par une épaisseur de Pau qui était égale à delta racine de 2 sur oméga mu sigma, où oméga, c'était la pulsation, autrement dit, 2π fois la fréquence. Donc, plus la fréquence est importante, plus cette nature vibratoire du champ magnétique va jouer un rôle, et plus le courant va avoir tendance à se localiser sur la périphérie du conducteur avec un courant nul au milieu. Donc ça, c'est ici, on a l'explication, avec cette équation de Maxwell-Faraday, en fait, on a l'explication de cet effet, avec cette relation rotationnelle de E. Et enfin, pour terminer, l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, Maxwell-Ampère, vous voyez qu'il est un peu plus vieux que les autres, effectivement. Il a l'air un peu plus âgé. Il est mort un petit peu plus tôt que Maxwell. Et en fait, ça, c'est le théorème d'Ampère que vous connaissez, avec quand même une variation qui est assez importante. Et là, c'est la contribution directe de Maxwell. Le théorème d'Ampère, il s'écrit intégrale de B dl est égale à mu0 i. Donc, c'est l'intégrale sur un contour fermé du champ de l'induction magnétique qui va être égal à mu0, la perméabilité du vide, que multiplie le courant. Donc, en fait, on l'a ici, hein, on a un courant qui traverse un conducteur et on a les lignes de champ magnétique qui s'enroulent autour de ce conducteur. Alors, quelle va être donc l'expression locale de ce théorème? Ce serait ça. Ça, mais sans le dd sur dt, rotationnel de H égale J. Et la contribution de Maxwell, c'était de dire, mais même si on n'a pas de conducteur, on peut quand même avoir un rotationnel de H. Pourquoi? Parce que on peut quand même avoir un phénomène de déplacement de charge, le dd sur dt. La manière dont le déplacement électrique varie en fonction du temps, ça peut être le siège du rotationnel de H. Donc, ça peut être le siège d'un champ magnétique tournant comme ça. Autrement dit, on n'a pas besoin d'un conducteur pour avoir un champ magnétique. Et ça, c'est vraiment la contribution de Maxwell. Parce qu'avant Maxwell, on avait 3 équations qui étaient bancales, parce qu'avec la 4e équation, qui était le théorème d'Ampère, on ne voyait pas comment est-ce qu'on pouvait propager dans l'espace libre, puisque dans l'espace libre, on n'a pas de conducteur. Et pour qu'on ait un champ magnétique, un rotationnel de H, il nous faut un conducteur. Mais non, en fait. Maxwell a introduit ce terme dans l'équation qui la complète. Rotationnel de H, c'est J plus D de D sur dt. Ce qu'on appelle J, c'est le courant de conduction. C'est-à-dire c'est le courant qui se propage dans un fil. D de D sur dt, c'est aussi un courant. C'est ce qu'on appelle le courant de déplacement. C'est noté ici en gras, c'est important le courant de déplacement. Le courant de déplacement, vous savez ce que c'est. Hein. Dans un condensateur, on a un courant de déplacement. Dans un condensateur, si jamais j'ai une tension continue,
Au borne du condensateur, j'ai rien. Pour avoir quelque chose, pour avoir un courant qui traverse, I, c'est C d de V sur dt. D de V sur dt, c'est un courant de déplacement. Ce n'est pas un courant de conduction. Un conducteur, c'est deux plateaux qui se font face et qui sont isolés par un diélectrique. Donc, on n'a pas de courant continu là-dedans. On commence à avoir un courant quand je fais bouger tout ça. Quand je fais bouger la tension, eh bien, effectivement, il y a un courant de déplacement entre les deux plateaux du condensateur. Et c'est la relation I est égale à C dV sur dt. Ben, c'est exactement ça, en fait. Ça, c'est ce qui se passe dans un condensateur. On essaie de traduire ce qui se passe dans un condensateur en le généralisant à un point dans l'espace. Donc, le rotationnel de H, c'est J plus dt sur dt. On peut aussi écrire rotationnel de B, c'est mu0J. Mu0, c'est la perméabilité du vide, plus mu0 epsilon 0 d de E sur dt. Donc ça, c'est le produit de la perméabilité et de la permittivité du vide. Excusez-moi, monsieur. Oui. Le B qu'il y a dans le théorème d'Ampère, c'est bien le champ magnétique. Ouais. C'est parce que du coup, on pourrait mettre D, nous. Ici Oui. Ben non, là, D, c'est le vecteur déplacement électrique. En fait, le D... C'est H, pardon. Ouais. Oui, c'est un H. Ben, c'est ce qu'on a ici. Hein. Écrire que rotationnel de H, c'est égal à J. C'est écrire que rotationnel de B, c'est égal à mu0J. Là, on retrouve la relation de proportionnalité entre B et H, avec le 0. Ok, merci. Okay. Donc ça, c'est le courant de conduction, et ça, c'est le courant de déplacement. Ça, c'est vraiment le terme qui a été introduit par Maxwell et qui permet de décrire la propagation dans le vide. Si on n'a pas ça, on va penser à rien. C'est vraiment le chaînon manquant qui permettait d'avoir une équation cohérente pour décrire la propagation du nombre d'électromagnétique. Alors, on va passer maintenant qu'on a vu un peu en détail ces équations de Maxwell, on va les utiliser. Mais je vous propose, comme on parle depuis un bout de temps, là, il est 11h01, je vous propose de faire une petite pause jusqu'à 11h05, et puis on passera à la suite après. Donc, vous avez le temps de prendre un café ou un thé, ou tout ce que vous voulez. À tout à l'heure. Plusieurs étages où tu peux mettre tes trucs au-dessus, tu peux les laisser, enfin genre tes pommes de terre, mais elles sont réchauffées tranquillement. T'as ton Atropos. Montre ton tatouage. Pas facile de s'habiller, hein. Il y a une espèce de tête de mort. Oui, là. C'est le même. C'est le même. Est-ce que tu veux ou pas de ce magnifique tableau, enfin cette magnifique. Je t'explique ma thérapie en mangeant un Kinder Bueno. On vient pas chercher Charlie, c'est Charlie qui nous cherche. Ici c'est Battlefield, ok, Call of Duty. Yeah. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds, Shrek militaire. J'élimine ta mère, flow héréditaire. Ils font la guerre aux toilettes, ils lâchent des mal déserts. J'ai des billets verts, swag millionnaire,
Battlefield tu perds, Shrek militaire, j'élimine ta mère, flou héréditaire, ils font la guerre aux toilettes, ils lâchent des mal déserts. La police me cherche car mon humour est un délit. À force de faire le buzz, je me crois un peu dans Toy Story. Les youtubeurs qui demandent des pouces verts me font juste conneries. C'est pas en faisant le sage que tu deviendras un vrai gorille. Ma folie fait rougir, les youtubeurs se cachent sous leur lit. En arrivant chez toi, je pousse du CK parce que je suis poli. Parle pas, t'es puni. Je faisais la dictée à mon prof étant petit, tellement moche. Ils font même pleurer la marche tirée. Hey, la folie craque, Diggy, le fou et swag. Easy, on est tous back, mes soldats érotiques sont hal. Pillés sur la bleuta, déliré le beurra. Et avec tous mes sons érotiques, on leur en mise. Imite Smarties, des youtubeurs cheese, qu'on a bitchy, c'est mon flow. La surprise, c'est le clito. Un max d'ennemis pour charmer le beat, c'est quasi faux. Patriote, punchline, illimité, la dilou les lots. Et si tu veux percer, bah je te laisse aller à Confo. Yeah. J'ai des billets verts, swag millionnaire. Battlefield tu perds, Shrek militaire, j'élimine ta mère, flou héréditaire, ils font la guerre aux toilettes, ils lâchent des mal déserts, j'ai des billets. Qu'est-ce que tu fais avec cette pièce en chocolat, Abdel? Je t'explique, j'ai mis une pièce 50 centimes dans mon oreille, comme ça j'écoute 50 cents. Ça, et tu sais, c'est l'aïe d'aujourd'hui. Ouais, je sais. On va jouer à ce mouton, je suis dans le futur, t'es dans le passé composé. Vas-y, ferme ta gueule, à ce qui paraît, tu fais la muscu, après tu vas au grec. Oh non, comme ça. Pourquoi tu as pas mis un Musique est très puissante. Je peux vous le dire car je... It was supposed to be a small case like any other. If only I had known what it would bring. They took everything from me. Last night, around 11 o'clock, there was yet another case of Pokemon trafficking, when a member of Team Rocket was apprehended. LAPD announced the arrest of James. But I had an idea. A terrible idea. It was sheer madness, but it was all I had. I really thought I could bring her back. It was a stupid plan. It was way bigger than I thought. Way bigger than I could ever imagine. Somebody needed to stop this. To stop him. On va reprendre. To this. Pause. Alors on est arrivé ici, on avait expliqué les 4 équations de Maxwell, on avait montré à quel point ce terme était important pour décrire la propagation. Alors ici, on a quand même des équations qui peuvent être lourdes à manipuler. Alors on va faire comme on a fait dans la première partie du cours, comme avec la théorie des lignes, on va tout de suite se placer en régime harmonique. Alors l'intérêt de se placer en régime harmonique, c'est que quand on a des dérivés, on a des expressions à partir de nombres complexes. Donc, une dérivée, c'est multiplié par j. Une intégrale, c'est divisé par j. Donc, on va tout de suite travailler à partir de ça. Donc, écrire ces 4 équations en notation complexe, c'est écrire ça. C'est écrire, quand on écrit divergence de D égale ρ, on écrit divergence de E est
est égal à 0. Pourquoi divergence de E est égal à 0? Parce qu'on considère qu'on ne va pas s'intéresser ici à ce qui se passe à l'intérieur d'un métal. Où est-ce qu'on a des charges Excusez-moi, on voit pas votre partage d'écran, si jamais vous êtes en Ah, train de... merci. Donc, vous l'avez là, ça marche? C'est bon? C'est bon, merci. Alors, comme je vous le disais, on va simplifier ces 4 équations en se plaçant tout de suite en régime harmonique et en considérant que le champ électrique et le champ magnétique varient de façon sinusoïdale en fonction du temps. Et on va faire des simplifications supplémentaires. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas s'intéresser, nous, à résoudre les équations de Maxwell dans un métal, dans un conducteur. On peut, hein, puisque les équations de Maxwell sont des équations générales qui permettent de résoudre dans tous les milieux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'on s'intéresse à la propagation dans l'espace, donc dans l'air, éventuellement, qui peut être un peu perturbé avec un taux d'humidité, etc. Mais on ne va pas s'intéresser à la propagation dans le métal. Ce qui veut dire que quand on exprime une divergence de D est égale à ρ, ρ, c'est une densité volumique de charge. Ben, des charges, il n'y en a pas partout, en fait. Il n'y en a que dans les conducteurs. Dans les conducteurs, on a des électrons. On n'a pas des électrons qui se baladent dans l'espace. Donc, le ρ, en fait, on va considérer que c'est égal à 0. Donc, divergence de D, comme D est égal à epsilon E, si j'écris divergence de D égale 0, je peux écrire divergence de E est égal à 0. C'est pareil. Divergence de B est égale à 0, je peux écrire divergence de H est égale à 0, puisque B est égal à mu H. Et c'est là maintenant où on fait intervenir le régime harmonique. Donc, moins D de B sur dt, ce serait, si jamais je note B est égal à J oméga B, eh bien, ce serait un moins J oméga B. Comme B est égal à mu H, rotationnel de B, rotationnel de E, c'est moins J oméga mu H. Pareil pour le champ magnétique, rotationnel de H, ben, ça va être un J oméga epsilon E, ou un J oméga D si vous préférez. Et ce terme J ici, ben, c'est pareil, il va disparaître. Pourquoi? Parce que on n'étudie pas la propagation dans les métaux, donc le courant de conduction, ce terme va être égal à 0. Donc vous voyez que ce terme de courant de déplacement il est vraiment important parce que toute notre théorie nous repose là-dessus. Si j'ai pas de conducteur, ben, il faut qu'il y ait quand même un courant de déplacement pour que ça tienne debout, pour qu'il y ait un phénomène de propagation. Donc les 4 équations de Maxwell que l'on va utiliser, ce sont ces 4 équations-là. Vous voyez que c'était quand même déjà plus simple. Alors, on a toujours la notation vectorielle, on ne trouve pas, mais on a quand même des expressions ici. Alors, comme dans le cours précédent, pour décrire la propagation, il faut écrire une équation de propagation. Alors, l'équation de propagation qu'on obtient à partir des équations de Maxwell, c'est ce qu'on appelle les équations de propagation de Helmholtz. Pourquoi on met ces équations au pluriel? Parce qu'il y en a 2, suivant qu'on l'exprime à partir du champ électrique ou suivant qu'on l'exprime à partir du champ magnétique. Comme on avait 2 équations des télégraphistes, exprimées à partir du courant ou exprimées à partir de la tension. C'est la même chose. Alors c'est là où on va utiliser ce théorème qui est un peu bizarre, qui apparaît tordu pour simplifier les équations. On écrit le rotationnel du rotationnel de E, c'est égal au gradient de la divergence de E moins Laplacien de E. Alors, si jamais je reviens à l'équation précédente, rotationnel de E, c'est égal à moins J oméga mu H. Donc, le rotationnel du rotationnel de E, c'est égal à moins J oméga mu rotationnel de H. C'est ce qu'on écrit ici, moins J oméga mu rotationnel de H. Et avec le théorème mathématique que je vous ai donné tout à l'heure, on peut dire que c'est égal à ça. Et maintenant, on va dire ça, quoi, c'est égal. Alors, le rotationnel de H, ici, on sait que c'est égal à J oméga epsilon E. C'est sur la page précédente.
gradient de la divergence de E est égal à 0. Pourquoi? Parce que la divergence de E est égale à 0. Autrement dit, on se retrouve avec l'expression plus simple. Laplacien de E moins Laplacien de E est égal à oméga carré epsilon epsilon mu E. Si jamais je fais passer le Laplacien de l'autre côté, on a Laplacien de E plus oméga carré epsilon mu E est égal à 0. Ça, c'est la première équation d'Helmholtz. Ici, c'est un Laplacien vectoriel, hein, parce que c'est le Laplacien vecteur. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, ça va être la même chose en partant du champ magnétique. Effectivement, on prend le rotationnel de H, égal au gradient de la divergence de H moins Laplacien de H. Le rotationnel de H, souvenez-vous, c'est égal à J oméga epsilon E. Donc le rotationnel du rotationnel de H, ça va être égal à J oméga epsilon rotationnel de E. C'est ce qu'on écrit ici. Le gradient de la divergence de H, c'est égal à 0, parce que la divergence de H, c'est égal à 0. Donc on se retrouve avec cette équation, qui est la deuxième équation de Helmholtz. Si je fais passer ça de l'autre côté, on a Laplacien vectoriel de H plus oméga epsilon mu H est égal à 0. Alors attention, il y a une petite erreur dans ces notations ici. On parle de Laplacien vectoriel, donc c'est un vecteur. On parle de oméga carré epsilon mu, un coefficient de proportionnalité que multiplie un vecteur, donc c'est un vecteur. Donc ici, ce n'est pas 0, c'est vecteur nul. Hein. Donc il faudra mettre une... Vous pouvez rajouter sur vos polys la flèche de vecteur au-dessus du 0. Hein, ce n'est pas 0, c'est égal au vecteur nul. Donc pour cette équation de Helmholtz et pour la précédente également. Ça va? Donc ces deux équations, en fait, c'est l'équivalent dans l'espace des équations des télégraphistes qu'on a écrites pour des signaux qui se propageaient sur le fil du télégraphe ou sur ligne de transmission. Alors, si jamais Alors, ouais, là, il manque effectivement le vecteur. Hein. Donc, si jamais j'écris la première équation de Helmholtz suivant les coordonnées vectorielles, on a 3 coordonnées vectorielles ici qui sont égales à 0. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, on remarque que le système d'équations s'apparente aux équations de propagation de la théorie des lignes, où les champs E et H sont remplacés par les tensions V et I, et où la propagation est restreinte à une seule direction de l'espace. Donc, effectivement, le Laplacien de E, hein, souvenez-vous, c'est des dérivées secondes. Donc, on retrouve ces dérivées secondes ici, dans les équations des télégraphistes. On avait d carré de Vz sur dz carré est égal à gamma carré de Vz, et d carré de Iz sur dz carré est égal à gamma carré de Iz. Donc, ça, on est déjà au-delà des équations des télégraphistes. Hein. On est sur les équations de propagation. Les équations des télégraphistes, c'était avec des dérivées simples, pas des dérivées secondes. Toujours est-il que si on compare cette équation et cette équation, bon, ça, c'est équivalent à ça. Le V ici, c'est équivalent au vecteur E. Donc, bah, tiens, il y a ce oméga epsilon mu qui est peut-être équivalent à ce gamma. Donc là-dedans, en fait, dans epsilon, oméga carré epsilon mu, il faut peut-être y voir une constante de propagation. Effectivement, le terme oméga racine de epsilon mu s'apparente à une constante de propagation. Hein, puisqu'ici, on a un terme au carré qui, par analogie, correspond à une constante de propagation. Ce terme, on l'appelle le nombre d'ondes. K. Et donc, on a K est égal à oméga racine de epsilon mu. Alors, c'est une appellation différente parce qu'on est dans un formalisme différent. Mais c'est l'équivalent d'une constante de propagation. Si on considère que l'onde se propage suivant la direction Z, on peut écrire l'équation avec la dérivée seconde par rapport à dz carré, E de Z plus oméga carré epsilon mu E de Z égale 0. Et là, pour le coup, on retrouve vraiment quelque chose qui est très proche de cette équation-là.
Cette équation admet deux solutions, comme on l'avait vu pour la théorie des lignes. Soit E de z est égal à E0 exponentielle moins j kz, ou E de z est égal à E0 exponentielle j kz, suivant le sens de propagation. Pour que ce soit cohérent au niveau de la physique, si on introduit des pertes, il faut que les signaux aient tendance à s'atténuer en fonction de la distance. Donc, si on a une onde qui se propage suivant les z croissants, on a un moins j kz. Si elle se propage suivant les z décroissants, on a un plus j kz. Okay. Alors, la chose qu'on peut se dire, c'est que on utilise désormais des notations vectorielles. C'est-à-dire, E, c'est un champ électrique, un vecteur champ électrique. H, c'est un vecteur champ magnétique par rapport à V et Z qui étaient des grandeurs scalaires, V et I qui étaient des grandeurs scalaires. Donc, ça veut dire que décrire la propagation par une constante de propagation, autrement dit un nombre d'ondes, c'est peut-être pas complètement juste. Il faudrait peut-être plutôt avoir un vecteur d'onde qui décrit la direction et le sens de propagation de l'onde. C'est important, effectivement, cette notion de vecteur d'onde. Effectivement, dans le cas d'une direction de propagation quelconque, donc on peut noter par n avec un vecteur, on écrit E de R. R, c'est une direction qui a 3 coordonnées. R, c'est aussi un vecteur. Est égal à E0 exponentielle moins JKR, avec K, vecteur qui est égal à K scalaire n. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Autrement dit, si on met dans les 3 coordonnées de l'espace, E suivant x, y, z, c'est un E0 exponentielle moins JK nx, x, plus ny, y, plus nz, z. Donc, le vecteur d'onde, enfin le nombre d'ondes, c'est la norme du vecteur d'onde. Et le vecteur d'onde, c'est ce qui fait foi lorsqu'on est dans ce formalisme vectoriel. De la même manière que sur une ligne de transmission, on a des pertes liées au fait que les conducteurs ne sont pas parfaits, liées au fait que les diélectriques ne sont pas parfaits, eh bien, si on propage des signaux dans l'air, on peut aussi avoir des pertes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des pertes dans l'air? Dans l'air, on n'a pas de conductivité, on n'a pas de milieu diélectrique, donc comment est-ce que ce qui se propage, ça va être dissipé sous forme de pertes? Eh bien, on peut, quand on se propage dans le vide, on n'a pas de perte. Alors, le vide parfait, ça n'existe pas. Le vide, qu'est-ce que c'est? C'est un milieu qui est caractérisé par une pression atmosphérique qui est très très faible. Mais elle n'est pas égale à zéro, elle n'est pas complètement négligeable. Donc, on a toujours un petit peu d'air dans le vide, ou un petit peu de gaz, d'un autre gaz. Si on se propage dans l'air maintenant, comme c'est le cas entre deux antennes, on va avoir de l'atténuation qui va dépendre notamment des conditions atmosphériques. Effectivement, si jamais on a un temps qui est pluvieux comme aujourd'hui, ou si jamais on a un peu de brouillard, eh bien l'onde va subir une atténuation. Les gouttelettes vont se comporter comme des milieux absorbants. Donc dans ce cas-là, eh bien on va tenir compte des pertes. Si maintenant je propage mes signaux dans un milieu qui est diélectrique, alors effectivement, on peut très bien considérer que sur le trajet, on a des interfaces électriques, on a des lentilles, on a des choses comme ça, et dans ce cas-là, on a des pertes dans ces milieux. Eh bien, c'est pareil, on va avoir des pertes de nature diélectrique. Donc, si l'onde se propage dans un milieu diélectrique, epsilon r est différent de 1, donc généralement supérieur à 1, à part dans des milieux très particuliers, et ça peut être complexe. Dans ce cas, la partie imaginaire traduit les pertes. Donc, on va retrouver ici le tangente de perte tel qu'on l'avait défini pour la théorie des lignes. Epsilon r, ça va être la contribution d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Et où epsilon prime, c'est la permittivité du milieu. Et epsilon seconde, ça traduit les pertes avec un tangente delta. Tangente delta, ici, c'est l'angle de perte. C'est égal à epsilon prime. Donc là, on trouve directement ce qu'on a vu dans la théorie.
On va parler ici aussi de vitesse de phase et de vitesse de groupe, comme on l'a fait dans le cours précédent. Alors, pour parler de ça, on va se placer dans le contexte simplifié d'un milieu de propagation sans perte. Alors, dans ce milieu, le nombre d'ondes K s'apparente à la constante de phase bêta. Effectivement, hein, quand on a fait l'analogie entre gamma et oméga racine de epsilon mu, gamma, c'était la constante de propagation complexe qui contient les pertes. Bah, oméga racine de epsilon mu, a priori, il n'y a pas de perte, sauf si on considère que epsilon a une partie réelle et une partie imaginaire. Si on considère qu'on a un terme complexe pour la permittivité. Là, on simplifie les choses, on considère qu'on a un milieu sans perte. Donc, autrement dit, le nombre d'ondes s'apparente à la constante de phase bêta. Bêta, c'était, souvenez-vous, oméga racine de LC pour un milieu sans perte. Bah, ici, on va avoir un oméga racine de mu epsilon. Alors, c'est intéressant, ça, parce que je fais une petite parenthèse sur le tableau blanc. Alors, souvenez-vous, constante de phase, c'était bêta est égal à oméga racine de LC pour un milieu sans perte. Alors, L ici, ce sont des Henry. C, c'est des Farad. Si on est avec des éléments localisés, dans la théorie des lignes, on a introduit la notion d'éléments, pas d'éléments localisés, d'éléments distribués, où L, c'était des Henry par mètre, et F, des Farad par mètre. Maintenant, dans la théorie de propagation en espace libre, on parle de nombre d'ondes. Ce nombre d'ondes, on le note K sans vecteur, puisque c'est un scalaire, est égal à oméga racine de epsilon mu. Epsilon, c'est epsilon r fois epsilon 0. Epsilon r, c'est sans unité. Et epsilon 0, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est aussi des farads par mètre. Mu, c'est mu r, mu 0. Mu r, c'est sans unité. Et mu 0, c'est des Henry par mètre. Donc, vous voyez que l'analogie au niveau de propagation, on la retrouve ici dans la comparaison de la constante de phase et du nombre d'ondes. OK? Alors, je reviens à mon tableau. Donc, dans un milieu sans perte, le nombre d'ondes s'apparente à la constante de phase. Pour les vitesses, on obtient des expressions similaires à celles rencontrées dans la théorie des lignes. La vitesse de phase, souvenez-vous, c'était oméga divisé par bêta. Donc, ici, c'est oméga divisé par k. Autrement dit, c'est oméga sur oméga racine de mu epsilon. C'est 1 sur racine de mu epsilon. C'est la vitesse de phase. Dans le cas d'un milieu non dispersif qui correspond aux situations étudiées dans ce cours, la vitesse de groupe est égale à la vitesse de phase. Effectivement, la vitesse de groupe, c'est d d'oméga sur d de k, c'est d d'oméga sur d de bêta, et c'est aussi 1 sur racine de mu epsilon. Donc, la vitesse de groupe, vitesse de phase, ici, on considère que c'est la même chose puisqu'on a un milieu qui est simple, basique, donc un milieu qui est non dispersif. Si l'onde se propage dans le vide, qu'est-ce qu'on a? On a une équation entre, on a l'égalité donc de Vg et de Vφ, et en plus, cette vitesse, c'est 1 sur racine de mu 0 epsilon 0. Où mu 0, c'est 1 sur 36 pi 10 puissance 9. Epsilon, non, mu 0, pardon, c'est 4 pi 10 puissance moins 7. Epsilon 0, c'est 1 sur 36 pi 10 puissance 9. Si jamais vous faites l'application numérique et que vous simplifiez, on va obtenir 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Autrement dit, 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de propagation de la lumière. Donc, vous voyez que cette vitesse de propagation de la lumière, hein, qui est une constante admise depuis longtemps, bah, ça vient de là, en fait. Ça vient
du calcul de la vitesse à partir des équations de Maxwell, et c'est 1 sur abscisse de epsilon 0 mu 0. Alors, comme dans les équations comme dans la théorie des lignes, on va parler de propagation en milieu infini et de propagation en milieu fini. Alors, l'expression de EX, l'expression du champ électrique est une solution de la première équation de Helmholtz. L'expression du champ électrique doit vérifier la deuxième équation de Helmholtz. Donc, ces expressions, au sens le plus général, sans avoir une direction privilégiée, c'est ça. Les vecteurs, si jamais j'essaie de résoudre ces équations, écrire la divergence de E est égale à 0. La divergence de E, ça va être égal à moins JKE. Divergence de H, ça va être à moins JKH. Rotationnel de E, c'est J oméga mu H. Autrement dit, c'est JK vectoriel E. Rotationnel de H, c'est J oméga epsilon E. Autrement dit, c'est moins JK vectoriel H. Donc ça nous indique que le fait que ça et ça soient égaux à 0, ça nous indique que les vecteurs E, H, K sont orthogonaux. Souvenez-vous, quand on a deux vecteurs orthogonaux, les produits scalaires sont nuls. Quand on a ça, K vectoriel E est égal à oméga mu H, ça veut dire, et K vectoriel H est égal à moins oméga epsilon E, ça veut dire que les vecteurs E, H, K forment un trièdre direct. Donc ici, le trièdre direct, il est bon. E vers le haut, le pouce, H l'index vers nous, et K, dans ce cas-là, qui se dirige de gauche à droite. Donc ça, c'est la manière dont s'inscrit le champ électromagnétique dans l'espace. Si on a E vers le haut et H vers nous, eh bien, l'onde électromagnétique se propage de la gauche vers la droite. Donc, c'est ce qu'on utilise pour décrire la propagation dans un milieu classique tel que le vide ou l'air. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Alors, il faut imaginer que E, ce soit la flèche verticale ici, la flèche de l'axe des Y. X, H, c'est la flèche de l'axe des X. Dans ce cas, on a un phénomène de propagation qui va, comme vous voyez, de la gauche vers la droite. Ou ici, on a l'équivalent de front d'onde qui se déplace avec des minimums, des minima, des maxima de champ électrique. Donc, dans le cas d'une onde plane, les fronts d'onde sont infinis et tous perpendiculaires à la direction de propagation. J'ai entendu un cri. Enfin, tout va bien? Donc, comme je le disais, si l'onde se propage dans suivant Z, E et H sont dans le plan OX ou Y. Alors ici, on a, si jamais j'ai une source ponctuelle qui émet un champ électromagnétique, alors ici on a un autre type d'onde, on ne parle pas d'onde plane, on a des ondes stériques, mais localement, en fait, on va retrouver ces lois de propagation et ces directions de propagation qui sont associées à la présence de ces vecteurs. Alors, un exemple simple, si l'onde se propage suivant Z, ici, là, c'est la direction de propagation dans la direction du vecteur du vecteur d'onde, pardon. Donc le vecteur d'onde, si on a une seule direction de propagation, ça devient un nombre d'ondes. Donc EX égale à E0 exponentielle moins JKZ, et les autres coordonnées sont égales à 0. Dans ce cas-là, pour déterminer H, on va revenir en arrière. On va partir de là, on connaît E, on va faire le rotationnel de E, on va obtenir moins J oméga mu H. Donc c'est ce qu'on fait ici. Je fais le rotationnel de E. Rotationnel de E, ça veut dire que je vais obtenir 3 coordonnées. Donc vous pouvez faire le produit en cours, ça va obtenir moins J oméga mu H. Ce qui veut dire que la coordonnée suivant X est égale à 0. La coordonnée suivant Z est égale à 0, et il nous reste que la coordonnée suivant Y. Si jamais j'ai une propagation suivant Z avec le vecteur E qui est suivant X, le vecteur champ magnétique, il est suivant H.
Donc, je passe rapidement là-dessus aujourd'hui parce que c'est la fin de la séance, mais on pourra y venir de façon un peu plus détaillée à la séance prochaine. On a un peu débordé. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui et on détaillera ce calcul lors de la prochaine séance.